dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir un ami, Chris Semet. Bonjour Chris. Bonjour. Alors toi, tu es voyant, astrologue, auteur surtout. Tout à fait. Et tu détestes le mot médium, mais je comprends pas. Alors, je le déteste. Je trouve que c'est un terme galvaudé, si on peut dire ça comme ça. Il faut savoir que le médium, c'est normalement la personne qui fait le lien entre le ici et les morts. Voilà, l'au-delà. Donc, on va dire que c'est celui qui parle avec les défunts, les anges, tout ce qui est entre guillemets au-dessus. Ouais. C'est un terme qui nous vient à peu près de l'entre-deux-guerres. Ah ouais? Ça nous vient du spiritisme. Tu sais, les fameux spirites qui faisaient. Mais attends, bouger il y a les tables. carrément l'époque victorienne qui en était fan. C'est ça. En fait, c'est à l'époque de l'hypnose. C'est à l'époque où on avait les personnes qui faisaient tourner les tables. Ouais. C'est l'invocation des esprits. C'est Alan Kardec. Et je trouve du coup que c'est un terme qui est un petit peu ringard pour moi. Ouais, ça fait Madame Irma, quoi. Pas du tout. Ça fait vraiment, tu vois, un peu charlatan avec tout ce qui se faisait dans l'entre-deux-guerres, de la médiumnie et de tout ce qui touchait à la communication avec les défunts ou les expériences d'ectoplasme, en fait. Et du coup, c'est vrai que je préfère le terme voyant qui vient, lui, du terme clairvoyant. Ouais. En plus, parce que je pense que le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que le voyant, lui, se balade, entre guillemets, dans la vie des gens. Il va dans le passé, le présent, entre guillemets, le futur. Et pour la plupart des voyants, ça se passe, entre guillemets, dans leur tête. Donc après, reste à savoir, est-ce que la voyance est de la médiumnité? Est-ce que la médiumnité est de la voyance? Allez, viens, on fait un dîner débat. C'est ça. On fume des cigares, on boit du whisky, on fait « Et vous les copains ?» C'est ça. En fait, c'est difficile de savoir. Par exemple, la médiumnité, normalement, elle est sans support. La voyance est avec support. Un support de carte, ça peut être une photo, ça peut être un objet. Mais il faut un déclencheur pour la voyance. C'est où? Et le premier déclencheur de la voyance, c'est la voix. Ah bon? Ou la présence de quelqu'un, en fait. Ah, tu vois, j'apprends des trucs, là. Ouais. Et pourquoi t'as besoin de ça? Parce que c'est sensoriel? Tu vois des images, des sons? Ça se passe comment, toi? Alors, la voyance est sensorielle, effectivement. C'est-à-dire qu'elle se traduit de diverses manières. Elle peut être sensorielle, donc ça peut être quelque chose de très physique, une sensation physique. Elle peut être, ça peut être une simple intuition ou une intuition assez forte. Ça peut être aussi des formes d'images. Alors, on parle souvent de flash en voyance. Je serais tenté de dire, bon, c'est pas comme si on allumait, c'est pas comme si on allumait un téléviseur et qu'on avait vraiment des scènes qui défilaient. Dans Charmed, elle fermait les yeux, elle entrait en transe et elle avait un magnétoscope sur embobiné, quoi. C'est plutôt la voyance quand tu vois, entre guillemets, ou quand tu perçois des images ou des scènes, c'est plutôt comme les souvenirs. Ah, marrant. Quand tu te rappelles de tes vacances de l'année dernière ou quand tu as un souvenir familial qui remonte, c'est un peu ça la voyance. Donc, des fois, c'est un peu flou, il n'y a pas vraiment de contour, tu vois, tu identifies des choses, mais tu peux pas tout identifier, mais c'est comme dans les souvenirs, en fait. Trop bien. Bon, alors, je vais d'abord te poser les questions que j'ai reçues sur Instagram. Merci beaucoup à vous parce que vous avez eu des super questions. Pour rappel, mon Instagram, c'est Paulette_Grisoni pour ceux qui veulent les coulisses du podcast. Et puis ensuite, on va passer à tes meilleures anecdotes en tant que voyant. T'es prêt ou pas? Je suis prêt. T'es prêt? La meuf qui te sursauce. Ok. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir zéro vision, zéro inspiration face à quelqu'un? Oui, ça arrive 1 fois sur 5. Et pourquoi? J'ai pas d'explication. Certains te diront qu'ils sont pas en phase, d'autres diront que ça peut être un signe un peu grave. Moi, j'ai pas d'explication. Je pense qu'on peut pas voir sur tout le monde. Et même quand tu vois sur tout le monde, en fait, tu te rends compte, ou perçois, je devrais dire, mais tu te rends compte que tes perceptions d'une personne à une autre sont
assez différentes. C'est-à-dire que tu peux être, comment je pourrais dire, super précis pour une personne, un peu moins pour une autre, et tu sais pas pourquoi. Tu peux revoir la même personne 2 ans, 3 ans après, et la première consultation, par exemple, que tu as eue avec cette personne sera hyper précise, et la seconde beaucoup moins. La voyance, en fait, c'est un phénomène un peu, je vais pas dire aléatoire, mais je vais dire capricieux. Ouais. Et donc, du coup, il y a des fois avec et des fois sans. Mais ouais, ça arrive de ne pas voir sur quelqu'un. À quel moment est-ce que tu as découvert ce don, ou peut-être plutôt cette aptitude? Est-ce que tu te rappelles? Alors, j'en ai pris conscience, je devais avoir 14, 15 ans à peu près, grosso modo. Mais j'annonçais des choses à mes parents, à mon entourage. Papy, là! Oh mon Dieu! C'était un peu ça. J'avais à peu près, je sais pas, ça a dû commencer aux alentours de mes 6, 7 ans. Quand tu commences vraiment à maîtriser un petit peu la parole, en fait. Après, moi, je viens d'une famille plutôt très cartésienne. Père militaire, grand-père militaire, oncle militaire, maman clerc de notaire. Donc, ça faisait pas vraiment partie de notre univers, mais c'est vrai que j'annonçais des choses qui se passaient. C'était assez étonnant. Tiens, et d'ailleurs, est-ce que tu sais si dans ta famille, dans ta lignée familiale, il y a eu d'autres personnes qui avaient ça? Oui, il y a eu la sœur de ma grand-mère, côté maternel, et il y a eu la sœur du père de ma grand-mère. Ah oui, donc il y a... Du côté maternel. Alors attends, moi en plus j'ai mémoire visuelle, tu sais. Oui, la sœur du grand-père du côté de ta mère. Ok, je l'ai. Donc c'était sa tante en fait, ta grand-tante, je crois. C'était pas mal dit comme ça en fait. C'était plus simple. Mais en fait, du coup, je remarque que dans les familles, il y a souvent quelque chose. Il y a quelque chose, ouais. Du côté de mon père, je sais qu'il y a eu des magnétiseurs, je sais même qu'il y a eu un sorcier visiblement. J'adore. Voilà, moi je touche pas à ça, j'y crois pas trop, mais à ce qui paraît, il y aurait eu quelqu'un, voilà, qui faisait des choses dans le village. Oh là là, non mais attends, ça va se transformer en le fait divers, tu sais, dans le journal local. Non mais ouais, c'est un cousin qui a fait la généalogie de notre famille, et du côté de mon père en fait, et qui a découvert ça. Alors après, je suis incapable de te dire 2e, 3e génération, j'en ai aucune idée, mais effectivement, il y a, il y a quand même des choses en fait. Alors tu vois, moi, mon papa avait des prémonitions. Par exemple, il avait un jour, il est super en retard, ils doivent partir d'une location de maison qu'ils ont et reprendre le volant. Et mon père fait les 100 passes, rallume une clope, dit j'ai oublié un truc. Il est pas serein, il transpire, il le sent pas, tu vois. Et il se trouve que sur la route, ils ont eu un accident de voiture parce que le conducteur en face s'est endormi. Donc c'est pas lui qui a provoqué par son stress, mais la personne en face. Il sentait quelque chose. Il le savait. Ouais. Alors moi je crois pas qu'on soit tous dotés d'une faculté de voyance. En tout cas, je fais pas partie de ces gens-là qui pensent que ça puisse être vrai dans le sens où on est tous fait pareil et en fait on n'est pas tous fait pareil. Sinon je serais doué en maths. Hein. Notre cerveau fonctionne peut-être à peu près de la même manière, mais en fonction de ton hérédité, de tes bagages, de ton parcours. Voilà, tout ça ne se met pas en place de la même manière. Par contre, je pense que on sera tous amenés un jour à vivre au moins 1 ou 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois des expériences extrasensorielles, qu'elles soient médiumniques, c'est-à-dire ressentir la présence d'un défunt, ou ressentir ou percevoir en tout cas un danger, et en même temps, je pense qu'on peut, ou en tout cas que certains peuvent expérimenter alors pas tout le temps, mais épisodiquement, je dirais, soit des rêves prémonitoires, soit des simples prémonitions, ou de très fortes intuitions. Mais je pense qu'on peut expérimenter même si on n'a pas cette faculté. Ouais, c'est intéressant. Moi, je pense que je fais partie de cette catégorie de personnes. J'ai jamais fait de rêves prémonitoires. En revanche, j'ai des intuitions. Et c'est très bizarre, mes intuitions, c'est souvent telle personne ne viendra pas alors qu'elle devait venir. C'est hyper précis comme style d'intuition. Ouais. Mais ça va pas au-delà, et puis je me trompe aussi parfois. Oui, donc ça je arrive pense à tout le que monde, je fais même partie, les voyants se plantent. Oui, important de le rappeler. Faut c'est quand même pas une science même. exacte, parce qu'on est des êtres humains tout simplement, quoi.
Ok, je continue les questions. Alors, la première, c'était Cam qui te l'avait posée. La deuxième, c'est Petit Plat de... Et je suis désolée, j'ai pas la fin du pseudo, mais merci beaucoup. La troisième, c'est Sarina. Est-ce que tu as déjà vu en consultation la mort de quelqu'un et tu l'as pas dit? Oui. Oh, putain. Ouais, je crois que c'est un domaine, c'est assez délicat. Alors, il faut partir du principe qu'en voyance, la mort, des fois, elle peut être symbolique. Ça peut être la fin d'une situation, ça peut être une remise en question, et c'est toujours difficile, vraiment, de voir, entre guillemets, la fin. Après, ça m'est effectivement arrivé de sentir le décès. J'avoue que dans ces cas-là, j'annonce pas. Moi, il faut pas dire. Je pense tout simplement parce qu'on peut se déontologiquement, tromper. On sait pas quel impact ça peut avoir sur la personne. Si je sens que c'est lié à un problème de santé, généralement, j'invite à aller consulter un médecin. Ouais, voilà. Ça fait pas tout, hein. Des fois, ça empêche rien, malheureusement. Mais et puis je suis pas convaincu qu'on puisse empêcher quoi que ce soit sur en tout cas sur ce sujet-là. En tout cas, c'est délicat. On peut parfois accompagner, je dirais, quelqu'un qui se sait condamné, parce que ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, des personnes qui se savent condamnées et qui veulent se projeter dans leurs derniers moments, savoir comment elles vont avancer, comment leurs proches vont réagir. On peut aussi accompagner des personnes qui savent que leurs proches sont malades et les amener petit à petit. Après, moi, je fais pas de diagnostic, je suis pas médecin, je suis pas psy. Donc, je reste à ma place. Déjà, pour moi, de manière déontologique, je pense pas que ce soit quelque chose à dire. Et en plus de ça, tu le soulignes. Imagine, tu dis, bah voilà, vous allez mourir. La personne devient complètement YOLO. Je claque tout mon argent. Voilà, c'est ça. Mais tu te rends compte le drame? Ou alors ne sort plus de chez elle, à l'extrême inverse. Ou tombe dans une dépression. Ouais. Enfin, moi, j'ai toujours été méfiant avec ça. Je me rappelle d'une consultante qui était venue me voir, qui était jeune, ça fait un petit moment, qui avait été voir une voyante dans le 16e. Enfin non, elle n'avait pas été la voir. Elle l'avait rencontrée dans l'ascenseur. Elle allait voir quelqu'un et dans l'ascenseur, elle a rencontré une voyante qui était assez en vogue à l'époque. Et avant de sortir de l'ascenseur et d'aller chez ses amis ou chez son ami, je ne sais plus exactement le contexte, la voyante lui dit « Oh là là, je sens la mort sur vous ». Mais c'est horrible. Et bonne journée. Et bonne journée. Surtout. Et elle l'a laissé comme ça. Et je trouve ça particulièrement indélicat. Elle te dit comme ça, voilà. Et en fait, cette jeune fille n'a rien eu de particulier. Elle est toujours vivante. Il n'y a pas eu de décès particulier à ce moment-là dans sa famille. Et je trouve ça particulièrement, je veux dire le terme, mais dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. De laisser quelqu'un avec ça, en fait. Ouais, avec les portes qui se referment et hop là, démerde-toi. C'est ça, et bonne journée. C'est voilà. Moi, les seules fois vraiment où j'ai tenté du truc très grave, c'est plus délicat quand ça concerne ta famille, par exemple, quand ça concerne tes proches. Et après, tu as deux solutions. Soit tu tais, soit tu essaies d'avertir. Moi, dans ma famille, j'ai essayé d'avertir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'empêchait rien. Ouais. Donc... ouais, le but de tout ça. Donc je me dis qu'il y a quand même un destin, quand même. Ouais. Il y a Virginie qui fait une petite blague qui va nous faire l'interlude. Je sens que tu vas deviner ma question. # OK, je sors. Est-ce qu'on peut développer ses capacités ou est-ce que c'est quelque chose inné? T'as plus ou moins répondu à cette question. Alors, c'est Camille qui nous demande ça. Je pense que c'est inné. Contrairement, par exemple, à l'apprentissage de la cartomancie, la tarologie, à la connaissance des oracles, je sais pas, des lignes de la main, de l'astrologie, tout ça, c'est des trucs qui s'apprennent. Ouais. Ça peut être hyper complémentaire de la voyance, mais ça s'apprend, il y a une logique, il y a des codes, il y a des données. On va dire que c'est assez rationnel. La voyance, c'est pas très rationnel. Par contre, ça se travaille. C'est-à-dire que si tu as une faculté... Si tu l'utilises pas, de toute façon, cette faculté, elle va être, tu vas avoir ce que moi j'appelle des espèces de flashs sauvages. C'est-à-dire que tu vas être dans la rue, puis d'un seul coup, tu vas être envahi d'une espèce de perception qui va te traverser, qui va déstabiliser. Tu peux très bien ne pas te sentir bien au contact de quelqu'un.
Et c'est vrai que c'est quand même mieux d'utiliser sa faculté. Mhm. T'es pas obligé d'en faire une activité. Mais au moins savoir la gérer. Mais en tout cas, savoir la gérer. Moi, je sais que perso, pour pouvoir gérer ça, j'ai fait 6 ans de travail thérapeutique sur moi. Ouais. J'ai fait de la sophrologie. Ouais. Enfin, je suis pas parti comme ça, tu vois. Je me suis pas dit, allez hop. Je vais sauver le monde. Non, j'ai vraiment fait un vrai travail pour comprendre, pour apprendre. Et puis en même temps, c'est important de faire ce travail-là parce que quand tu es voyant, quand tu consultes au quotidien, quand tu reçois des gens, entre guillemets, au quotidien et que tu évoques leurs problématiques, forcément, tu as une part de psycho. Mhm. Ça veut pas forcément dire qu'il faut que tu sois un psy, mais tu as une part de psycho à mettre en place, en fait, parce que tu peux pas tout dire, parce qu'il y a une manière d'appréhender, d'approcher les choses. Et puis aussi, c'est bien pour toi, quand tu commences à consulter, quand tu as des choses un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, d'aller, toi, entre guillemets, te décharger auprès de quelqu'un qui comprend un petit peu le mécanisme humain et psychologique. C'est clair. Je pense que ça, c'est hyper important et tu le soulignes. Et c'est parfois un peu dangereux quand on consulte la mauvaise personne. Malheureusement, ça arrive. Tu sais, il y a des gens qui essayent de se sauver eux-mêmes en voulant sauver les autres. Ouais. Aïe, aïe, aïe. T'as plein de professionnels de la voyance ou de la médiumnité qui ont fait aucun travail sur eux. Ouais. Mais après, quand tu les côtoies, enfin, moi, ça fait 27 ans que je fais ça en professionnel. J'ai commencé un peu plus jeune, mais ouais. Et c'est vrai que des gens qui sont pas très stables dans leur tête, qui utilisent mal leurs facultés, en fait. Après, je dirais pas que c'est volontaire. Hein. Non, je pense que c'est complètement inconscient et ça leur permet, eux, de se réparer. Mais dans cette réparation-là, parfois, ils abîment les autres. Ouais, c'est important aussi de le dire, je pense. Dernière question que je trouve super intéressante de Pierre. Est-ce que tu arrives à analyser ta propre vie par ce biais-là ? Pas du tout. Merde. Moi, je suis complètement aveugle. C'est le cordonnier le plus mal chassé, c'est ça ? Ouais. Alors, je suis complètement aveugle. Les seules choses que j'ai eues, je devais avoir, je sais pas, 16, 17 ans. Ma mère m'avait offert pour mon anniversaire, une petite boule de cristal. C'est marrant. Ouais, parce que je m'intéressais déjà à l'astrologie. Elle est mignonne parce que même cartésienne, elle voulait te faire plaisir dans ton monde ce chou. Ouais. Non, je pense que j'ai eu de la chance. Mes parents étaient un peu réfractaires, mais n'étaient pas fermés non plus. Ouais. Donc, et puis maintenant, ça se passe très bien. Ils ont pas compris au départ mon choix, si c'était un choix d'ailleurs. Ouais. Mais ça se passe très bien. Ils ont très bien accepté mon activité. Enfin, j'ai eu aucun souci là-dessus. Et donc, ma mère m'offre une boule de cristal et quand je la sors, donc je devais avoir 17 ans ou 18 ans, j'ai eu des images, étrangement. Je me suis vu tout en vert avec un calot, donc j'ai dit à ma mère... C'est quoi un calot ? C'est de militaire ? Ouais, c'est une tenue de militaire. J'ai dit à ma mère, je vais faire mon armée. Et elle me dit, c'est pas possible, vu tous tes problèmes de santé, tu feras jamais l'armée. Et 2 ans ou 3 ans après avoir fait 3 fois les 3 jours quand même, parce qu'ils m'ont fait quand même revenir 3 fois, j'ai fait mon armée, effectivement, à Ballard, à Paris. J'ai vu un espèce de guéridon avec un tarot de Marseille autour, je crois. Et j'ai dit à ma mère, je serai voyant. Puis ma mère m'a dit, mais c'est pas un métier, tu feras jamais ça. C'est drôle. Tu ne feras jamais ça. Et bon, je dis, oui, ok, il y a pas de souci. J'ai vu la Tour Eiffel, donc je lui ai dit que j'allais vivre sur Paris. Elle me fait, mais comment veux-tu aller vivre sur Paris? Nous, on était en province. Ta mère, en tout cas, elle avait de l'intuition. Je crois qu'elle avait surtout très peur. Ah oui. Je crois qu'elle avait surtout très peur. Et puis j'ai fini par lui dire, je me vois écrire. Voilà. Et c'était les 3 choses ou 4 choses que j'ai vues, qui étaient très concrètes, hein, tu vois. C'était très précis. Et j'ai plus jamais rien vu. C'est ouf. C'est presque comme si, tu sais, à cette époque-là, on a encore... Bon, à l'adolescence, on commence à avoir un masque social, mais on est un peu sans filtre, tu vois. C'est comme si tu t'étais bridé petit à petit en prenant de la maturité. J'étais un peu bridé parce que j'étais un peu timide. Ah oui. Beaucoup même. Ça arrive à des gens très bien. Je m'exprimais vraiment qu'en famille. J'aimais pas trop les interactions sociales avec les autres. J'étais pas sociopathe, hein, attention. Mais bon, voilà. Après, ça rentre dans un parcours un peu compliqué scolairement, harcèlement. Donc voilà, quand on est un petit peu différent, ça crée toujours des petites problématiques qu'on surmonte, hein, parce que tout surmonte. Mais c'est vrai que du coup,
j'avais pas trop de masques. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que mon activité, comme ma vie plus personnelle, m'a invité à me fiche, comme ça qu'on dit, je dirais. T'en foutre. Complètement, ouais, me foutre complètement du regard des autres. Et en plus, comme je viens d'une famille qui était quand même un peu catho, Ouais. où ma grand-mère allait quand même à la messe tous les vendredis, tous les dimanches, le Oui. regard de l'autre était quand même très important. Mhm. Et je pense que cette activité m'a amené à sortir de ça, en fait, Ouais, c'est à ne intéressant. pas me poser de questions. D'ailleurs, je me suis jamais posé de questions. Putain, c'est ouf. Je trouve ça intéressant parce que toi qui as raison, enfin je comprends tout à fait, t'étais un peu resserré sur ton cercle familial. Aujourd'hui, t'as un métier, même si t'as de grands temps de pause où tu écris, mais t'as un métier qui est social et qui est dans le lien à l'autre. Tout à fait. Et ça, je trouve ça génial que Ouais. ça ait réparé un peu ça, quoi. Alors, je sais pas si ça a réparé. En fait, moi, la voyance, le phénomène en lui-même m'a toujours fasciné. Mhm. Quand tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu de ta vie, et que tu es capable, entre guillemets, de ressentir ou de lui dire que, je sais pas, elle vient d'une grande famille, par exemple, ou au contraire, elle est fils ou fille unique, que elle a eu de mauvaises relations avec ses parents, ou qu'il y a eu une absence d'un des parents, que tu es capable plus ou moins de décrire un petit peu son parcours d'adolescent, son parcours professionnel, de savoir si effectivement c'est une personne qui est divorcée, qui a des enfants, pas d'enfants, sans la connaître, sans faire une lecture à froid, des fois sans forcément la regarder, juste avec une voix au téléphone. Moi, ça me passionne. Ouais. Je trouve ça très, très étonnant. Ouais, c'est clair. Tu sais à quoi ça me fait penser? Une fois, on en avait discuté. Alors évidemment, ici, on citera aucun nom, mais tu m'as dit qu'il y avait plein d'hommes politiques, en fait, qui allaient voir des voyants. Ouais. Et tu sais, il y a vachement le parallèle. Moi, quand je dis que je suis allée voir une voyante ou alors un magnétiseur, je me fais juger par... c'est d'ailleurs souvent des mecs très cartésiens, machin et tout. Des fois, c'est les premiers qui vont consulter. Et tu vois, c'est ce que j'adore. Mais moi, j'aime bien les cartésiens, parce que moi aussi, je suis un peu cartésien, du coup. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de pas de convaincre, parce que c'est pas intéressant de convaincre finalement. Et puis c'est peine perdue. Mais de comprendre, pourquoi et justement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, eux sont très cartésiens et pensent que la voyance ne peut pas exister ou ne peut pas fonctionner. Après, autant tu vois dans la médiumnité, je trouve que, si je peux me permettre, c'est pas un jugement de valeur, mais faire parler les morts, c'est facile. Ah ouais? Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout leur faire dire, en fait. Ah oui, d'accord, ok, bien sûr. J'étais trop premier degré. C'était pas du premier degré. Papa, est-ce que tu es là? Non, c'est pas facile, j'imagine, mais... Ok, je comprends. Même si j'ai des expériences de médiumnité, je sais que c'est pas simple. Non, mais tu peux mytho, je veux dire, ils sont plus là pour parler, quoi. En tout cas, c'est facile de les faire parler. Pour la voyance, c'est... quand t'annonces quelque chose qui se passe, même la chose la plus improbable, moi je trouve que c'est quand même une preuve. Ouais. Ou quand tu ne connais pas quelqu'un et que tu es capable de lui raconter plus ou moins son parcours, ses relations avec ses parents, sans le connaître, sans lui parler vraiment, je trouve on est quand même dans quelque chose d'à peu près concret. Et c'est d'autant plus concret lorsqu'une prévision devient juste. Donc, je crois que pour le coup, on n'est pas vraiment dans une idée de croyance. On est dans, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas une science, ça c'est sûr, mais on est dans quelque chose qui existe, qui est difficilement appréciable, je dirais, ou identifiable, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Bon, on passe aux anecdotes. Ouais. Tu veux commencer par quoi? Quel type d'anecdote tu veux? Est-ce que t'en as une rigolote pour commencer? Est-ce que, peut-être des anecdotes de dingue, en fait. De dingue? Ouais, un jour, j'ai eu une dame. Je sais pas si je peux la raconter, celle-là. On dit pas les noms. Non, j'ai oublié. C'était très bien. C'était mieux. Un jour, j'ai eu une dame qui arrive en consultation en pantoufles. Bon. Okay. Je me dis pourquoi pas, elle a mal aux pieds. Elle est à l'aise. C'est ça. Elle est à l'aise, elle s'assoit. Et je chantais un truc un peu bizarre, et puis mais je me dis, bon, ne juge pas, vas-y.
Et je commence mon rendez-vous et je lui dis, c'est bizarre, je vois un problème avec votre mari. Elle me dit oui. Et j'essaie d'avancer un petit peu, mais c'était un peu... Enfin, ce que je voyais était un peu trouble, un peu étrange. Et bon, mais je cherche pas à creuser plus, en fait. Et puis à un moment donné, je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais choquer peut-être beaucoup de personnes. Euh, et là, d'un seul coup, cette femme me dit, en fait, mon mari me met des serpents et des rats dans mon vagin. Quoi? Quoi? Je crois que c'était la pire anecdote. Mais Chris, elle est incroyable ton anecdote. Et là, je la regarde et je comprends que cette femme est folle, en fait. Ah merde. Enfin non, pour le bien-être animal, c'est mieux comme ça. Mais... oui. Mais surtout, je comprends qu'elle est folle et qu'elle est psychotique et qu'elle a des gros soucis, en fait. Et je comprends mieux d'un seul coup les sensations étranges que j'avais dès qu'elle est arrivée, les pantoufles, tout, voilà. Oh mon Dieu. Et je crois que c'était le pire moment de ma vie parce que du coup, quand je me suis rendu compte que psychologiquement c'était pas ça, je me suis bloqué et j'étais incapable de lui faire aucune consultation. Et donc du coup, à un moment donné, j'ai dû mettre un terme à la consultation sans qu'elle devienne violente parce que visiblement, elle n'était pas toujours très calme, et de la raccompagner. Voilà, je crois que c'était la pire consultation de ma vie. J'ai un jour une cliente qui vient me voir, ça remonte à peu près à 17 ans, je crois. Et c'est une jolie anecdote. Et elle arrive, elle s'assoit, et là je la regarde et je lui fais, c'est marrant, je vous vois enceinte. Et elle me regarde, elle me dit, non, c'est impossible. Ok, bon, je commence ma consultation, je vois qu'elle a des enfants, je vois qu'elle est séparée. Et une nouvelle fois, j'ai cette image où je la vois enceinte. Je lui dis, écoutez, c'est étrange, mais je vous vois enceinte. Et elle me redit, écoutez, ce n'est pas possible. Bon, je passe à autre chose. Je me dis que peut-être l'image de la grossesse renvoie à un projet professionnel pour elle et que j'interprète mal. Et voilà. Et j'ai encore une fois cette image. Donc je lui redis, elle me dit, écoutez, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas possible, mon mari actuel ne peut pas avoir d'enfant. Ok, bon. Donc j'insiste pas, si tu veux, je ne vais pas plus loin et je comprends que ça peut être déstabilisant d'entendre ça. Et puis à la fin de la consultation, je la raccompagne et en la raccompagnant, en lui serrant la main, en lui disant au revoir, j'ai à nouveau cette image. Putain. Et je lui dis, écoutez, peut-être que vous reviendrez plus jamais me voir, mais je vous vois enceinte. Ouais. Écoute, elle m'a rappelé 4 ou 5 mois après pour me dire qu'elle était enceinte. Enfin, je trouve ça rigolo, tu vois. C'est-à-dire qu'elle était persuadée qu'elle aurait jamais d'enfant avec ce monsieur. Ouais. J'imagine peut-être qu'elle n'envisageait même pas cette phase-là, puisqu'elle était déjà maman de 3 enfants. Mais ça s'est passé. Et je trouve ça assez... Ça, c'est magique. Ah ouais, c'est magique. Je trouve ça chouette. Un jour, j'ai une amie de mon compagnon qui me consulte. Et elle faisait partie d'un cirque. Elle avait voyagé grande partie de sa vie. Trop stylé. Ouais. Et elle cherchait désespérément l'amour. Et je sais que je lui disais constamment, en fait, parce qu'elle disait, bon, mais après 50 ans, je rencontrerai plus personne, je serai vieille, je serai moche. Et je lui disais, mais en fait, on s'en fiche de savoir comment toi tu seras. L'essentiel, c'est comment l'autre te percevra. Et peut-être que tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es. Il se fichera complètement que tu es une ride à droite, à gauche. Je peux te citer 10 000 actrices que je trouve absolument magnifiques qui ont passé l'âge de 50 ans. Il n'y a pas de date de péremption. Mon non, Dieu, quelle du tout. de se dire ça. Et surtout, ce que je voyais qu'elle allait rencontrer quelqu'un de très grand avec de larges épaules. Ok. Et elle avait, à l'époque où elle bossait justement dans cette troupe, elle avait rencontré une nana qui faisait le mar de café, et je crois que c'était au Cirque du Soleil. Ok. Alors elle faisait pas partie du Cirque du Soleil, hein, mais et cette personne, en lui faisant le mar de café, lui avait dit que elle rencontrerait quelqu'un très tard, et que ce serait comme un rhinocéros, pas un éléphant, mais comme un rhinocéros au milieu d'un couloir, et qu'elle pourrait pas le louper. Ok, mais il est trapéziste, le gars. Non, du tout. Alors elle faisait je crois qu'elle était en dessous du 1m60 quand même. Ah oui, c'est une petite puce. Et c'est ça. Elle a rencontré quelqu'un qui faisait, je crois, 2 mètres et quelques, qui faisait de la muscu
et qui avait cette particularité d'avoir le dos légèrement voûté, comme tu sais les rhinocéros. Et je me dis c'est formidable parce que en fait elle l'avait rencontré dans un cinéma. Ils s'étaient vus 2 fois. La deuxième fois, ce monsieur est allé vers elle en lui disant « Je pensais ne jamais vous revoir » et il l'a embrassée. What? Et je trouve ça tellement romantique et tellement beau. Mais ça existe. Et ça existe. Et je me dis, des fois, il faut juste croire en la vie. La vie est plus maligne que nous, elle est plus intelligente. Alors des fois, elle nous met à l'épreuve, elle met à l'épreuve la patience, elle met à l'épreuve nos doutes, nos hésitations. Mais il y a de très, très belles choses qui arrivent. Ouais, je pense que je crois totalement à ce que tu dis. Alors, j'ai des anecdotes là-dessus. C'est pas que je n'y crois pas. C'est que je pense qu'il y a quelque chose. J'en fais pas la même lecture que les autres médiums, je dirais. Mais j'ai des expériences. Mais si je vous les raconte, elles font peur. Ah oui, j'adore les expériences qui font peur. Tu sais que j'ai fait 2 hors-séries sur les histoires de fantômes parce que j'en ai vécu une, ma mère aussi. Enfin, j'adore ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire Une histoire qui fait peur. Ouais. Alors, je suis à Nancy avec mon compagnon et sa meilleure amie. Déjà, c'est terrifiant. Je rigole. Non, c'est très chouette. Et je crois que c'est la place Stanislas qui est là-bas, qui est très jolie. Beau. Et on rend visite à une amie à elle, artiste peintre, possédant une maison bourgeoise. On arrive chez elle, il y a des tableaux partout, tout est magnifique. Donc à première vue, tout devait être, tout devait bien se passer. Sauf que quand je rentre et que je dis bonjour, je mets des guillemets. J'ai l'image, je sais pas trop comment le décrire, d'une petite dame qui monte et qui descend l'escalier. Bien évidemment, elle n'existe pas, cette femme. Je suis le seul à la voir. Ok. Donc c'est un peu troublant. Et je la vois qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et ça Est-ce que tu la vois comme des souvenirs ou alors quand sur le côté il y a un truc, ça bouge? Je sais pas le décrire. Ah ouais, ok, d'accord. Parce que je sais pas quand je vois ça, je sais pas si je suis en état de voyance ou si je suis en état de médiumnité, si je suis entre les deux. Des fois, c'est un peu compliqué. Ah bah oui. Quand je suis en état vraiment de médiumnité, souvent je vois pas des gens comme toi et moi. C'est-à-dire que je vois plutôt, je sais pas trop comment le décrire, comme une forme, une énergie. C'est ça, la forme, je dirais, c'est une forme humaine, ça a le visage d'un humain, mais ce n'est pas un humain. C'est-à-dire, je vois pas des gens, entre guillemets, habillés ou autres. Et si je les vois habillés ou dans des tenues d'époque, je sais que c'est pas de la médiumnité, je sais que c'est de la voyance et que je capte simplement, je dirais, le souvenir de lieu. Ok, intéressant. Donc, et là, sur cette histoire-là, c'est le souvenir de lieu. En fait, ce n'est pas vraiment de la médiumnité. Mais je sais que je vois une dame habillée qui monte et qui descend, et voilà. Et cette scène repasse en boucle et en boucle et en boucle. Et on s'installe, on prend le thé, et je me sens très mal d'un seul coup. J'ai l'impression qu'il y a plein de cadavres en dessous de mes pieds. Ah, c'est glauque, mon pauvre. C'est horrible. Bien évidemment, je suis le seul à ressentir ça. Je deviens tout blanc. Je suis pas très à l'aise. Mon compagnon demande ce qui se passe et je veux pas trop en parler parce que je sais pas comment va réagir la personne qui nous reçoit. Mais bon, au bout d'un moment, tout le monde insiste. Donc, je parle. Je dis, je sais pas ce qu'il y a en dessous, si c'est une cave ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des morts et j'ai l'impression que ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je rentre pas dans les détails. Et puis surtout, je dis, il y a quelque chose qui me trouble depuis qu'on est arrivé. Je vois une femme qui monte et qui descend les escaliers, une femme d'un certain âge. Je dirais qu'elle a pratiquement 80 ans et je la décris. J'écris ses habits et tout. Alors, pour ce qu'il y avait plus ou moins en dessous de mes pieds, cette personne me dit, je sais pas, ça n'a pas été un hôpital. J'en ai aucune idée. Non, c'était une maison bourgeoise, donc, mais bon, voilà. Et par contre, elle me dit, elle nous dit, pour la petite dame, je sais, c'est l'ancienne propriétaire. Ouais. Et donc, je rigole, je me dis, tu dis ça pour me faire plaisir. Elle fait, non, pas du tout. Cette femme a été égorgée chez elle. Je sais, c'est horrible.
Et elle fait... Je rigole, mais je sais pas pourquoi je rigole. Non, je pense que c'est parce que je m'y attendais tellement pas. Surtout la détente avec laquelle la meuf te dit oui, je sais bien. Non, mais c'est horrible. Il faut... Mais les épisodes de médiumnité, c'est toujours des choses un peu glauques. Ouais. Il faut le dire. Ouais. Enfin, en tout cas, de ce que moi j'ai vécu, c'est toujours glauque. Et je la crois pas. J'ai l'impression... Enfin, comme elle rigole en même temps, je me dis c'est une blague. Elle fait non, montez à l'étage. Et elle nous monte à l'étage. Et elle soulève le tapis. Et là, elle fait tu vois la marque là? Non. C'est les traces de sang qui sont rentrées dans le bois et qu'on n'a pas pu faire partir. La dame est morte ici. C'est pas une blague, ce que je raconte. J'ai des frissons. C'est horrible. Mais voilà. Waouh. Et elle le dit. Mais. Enfin, je sais pas, moi, j'apprends qu'il y a eu un meurtre dans ma maison, dans la possible maison, mais je suis pas sûr de vouloir acheter. Bah, surtout toi. Mais bon. Enfin, voilà. Autre anecdote, j'habitais dans le 12e il y a quelques années, et du moment où on est arrivé dans l'appartement, j'étais obsédé par le feu. Ok. Le feu, je fermais la porte, j'avais peur que ça prenne feu. À l'époque, j'avais mon chat. Et à chaque fois, je me disais, mais pourvu que ça prenne pas feu, ça se trouve, je voudrais pas qu'elle meure brûlée ou autre. Et j'étais vraiment obsessionnel là-dessus. Et puis un jour, on regarde une émission, on tombe sur une émission de télé, les pompiers, et j'en parle à mon compagnon, et je lui dis, je sais pas pourquoi, je suis obsédé par le feu depuis qu'on est là. Et je sais plus, dans la conversation, il me dit, bah, t'as qu'à faire des recherches. Et je fais des recherches. Et il se trouve qu'en fait, au 3e étage, 3 ans avant, ou 4 ans, je sais plus, un monsieur s'était immolé par le feu avec son fils. Oh mon Dieu. Oh ouais, comme tu disais que c'était glauque. Ouais, c'est que des histoires glauques, la médiumnité. Ça Putain, peut, mais tu dors bien, Rémi ? Oui, je dors très bien. Mais, et du moment où j'ai su ça, ça a été terminé. J'ai plus jamais d'obsession. Ouais. T'avais besoin de sortir le truc de toi. Ouais. Autre, bon, c'est des vieilles anecdotes. Hein. J'en ai certainement des plus récentes, mais comme ça, elles me viennent pas. Je raconte vraiment les plus marquantes. Et là, on n'est pas dans la voyance, on est vraiment dans la médiumnité. Je vais à Trieste avec mon compagnon, rejoindre une de ses meilleures amies. Nous passons 3-4 jours avant d'aller à Venise. Et la première nuit, nous nous endormons. Et alors, je sais pas si c'est de la médiumnité ou une sortie du corps. Les expériences sont parfois bizarres. Et là, je me retrouve sur la jetée à Trieste et je me vois marcher sur le port, le quai. Et là, je croise un petit garçon qui me parle en italien. Et moi, je lui dis, tu sais, je comprends juste le prénom dont je me rappelle pas du tout. Mais je comprends son prénom. Et quand il me parle en italien, je dis, tu sais, moi, je parle pas italien. Je comprends pas. Je parle même pas anglais. Donc, et là, je sens que l'enfant me pousse. Donc, c'est un enfant qui a à peu près 7, 8, 9 ans, à peu près, grosso modo. Et je me sens revenir dans mon corps. Et chose étrange, au moment où je me réveille et où j'ai l'impression de réintégrer mon corps, le lustre nous tombe dessus. Quoi ? C'est pas une blague. Je te jure, c'est pas une blague. Ça n'arrive jamais. Et très troublant, quoi, tu vois. Ouais. Donc, le matin, notre copine nous dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, on lui explique. Et je lui raconte. Et je lui dis le prénom du petit garçon. Je lui dis que je l'ai vu à tel endroit. Et quelques jours après notre départ, elle y va. Et là, elle se rend compte qu'il y a eu un enfant de cet âge-là qui porte le prénom, qui est mort avec... il y a des bouquets de fleurs, en fait, à cet endroit-là. J'ai des frissons pareils. J'avais jamais mis les pieds, si tu veux, là-bas. Je trouve que c'est joli, en fait. Il y a quelque chose comme s'il voulait te prévenir. Ah, je sais pas. Perso, la médiumnité, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop, moi. Ok. D'ailleurs, j'en fais pratiquement plus et j'ai un peu fermé. Je préfère la voyance. Pour moi, la voyance est plus intéressante. Parce que c'est vivant, parce que voilà, on est dans l'être humain direct. Tu t'intéresses aux gens et je comprends tout à fait. Moi, c'est la fascination, en fait. Qu'est-ce qui me fascine ? Personnellement, je n'aimerais pas du tout voir les morts, tu vois. C'est vraiment pas un truc que j'aimerais. Alors, très honnêtement, on les voit pas comme... c'est pas comme dans Ghost Whisperer ou Medium. Ouais, ça marche pas comme ça.
Ça, c'est du film. On n'est pas comme dans Ghost, par exemple. C'est pas tout à fait pareil. Déjà, moi, je fais pas de poterie pour commencer. Ouais. Bon, on peut... Mais même si tu t'y mets, je sais pas si. Mais non, enfin, c'est du film. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire la différence entre ce qui est du réel, ce qui est du psychique, et ce qui est de l'ordre de l'irrationnel et du film. Enfin, faut vraiment faire la différence. Ouais, je comprends tout à fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça, moi, ça me fascine. Donc, sans vouloir pour autant, j'aurais pas envie de parler avec les morts, parce que ça me fait un peu peur. En revanche, c'est la fascination de l'inconnu, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, il y a des trucs à découvrir, tu vois. Après, la définition, moi, j'ai pas trop de définition. Moi, je pars du principe qu'on est tous énergie, pour le coup, et l'énergie reste. C'est pour ça que je crois plus aux mémoires qu'aux fantômes. C'est-à-dire aux mémoires des lieux. Je pense que tu as certains lieux qui sont imprégnés par des drames, par des choses très négatives, et d'autres, des choses très positives. Et je crois que, pour le coup, on est tous plus ou moins sensibles à ça. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés dans un lieu où on s'est senti hyper bien et on savait pas pourquoi. Ou à l'inverse, dans un lieu qui était magnifique, mais on se sentait hyper mal. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, la mémoire des lieux. On dit souvent que pour remettre à zéro les énergies d'un appart, il faut le refaire. Ah ouais? Parce que, en fait, les murs sont souvent imprégnés de choses. Ok. C'est un petit peu comme, tu vois, là, t'as le soleil, et le soleil va taper sur le mur, et le mur va se gorger de chaleur. Et le soir, quand arrive la nuit, la chaleur va ressortir. En fait, et je pense que les mémoires, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand il se passe des événements particuliers, ou quand quelqu'un a une vie particulière, ou une énergie particulière, du coup, le lieu se gave de cette énergie, et de temps en temps, il la recrache. Où il l'a retranscrit. Alors, je sais pas les phénomènes exacts, Et c'est pour ça que parfois, tu es capable de ressentir ou pas ces lieux, d'être bien ou pas. Mais c'est vrai qu'on part du principe, souvent, repeindre un lieu de vie ou modifier. Juste repeindre? Ouais, des fois, juste il n'y a pas forcément besoin de faire venir un sorcier ou un... Pourtant, t'as des contacts dans ta famille. ou quelqu'un qui viendra faire un exorcisme. Même des fois, pour ceux qui y croient, faire brûler un peu de bois de Palo Santos. Ça, je le fais. C'est ma psy qui m'avait conseillé ça. Voilà. Après, c'est aussi symbolique, cette idée-là. Ouais. C'est-à-dire que le fait de faire brûler le feu, l'idée de renaître de ses cendres, de faire brûler, de faire disparaître pour transformer, parce que là, du coup, la matière devient fumée et se transforme. C'est très psycho, pour le coup, et ça permet de déplacer des choses, ou en tout cas de prendre un peu de distance. Mais généralement, moi, je crois pas aux fantômes, tu sais, ou aux hantises, des choses comme ça. J'ai beaucoup de mal. Bon, merci beaucoup, Chris. C'était avec plaisir. Franchement, trop intéressant. J'ai envie de continuer à te poser plein de questions sur Instagram. Toi, c'est Chris Semet. Ouais, tout simple. SEMET. Ouais. Si vous avez des questions à poser à Chris, ou si vous voulez peut-être une séance avec toi, si tu ouvres tes séances. Ah oui, elles sont ouvertes. Ouais, alors faut être un petit peu patient. Ah, c'est bon signe ça. Souvent, j'ai 2 mois d'attente. C'est très très bon signe. C'est Adam qui est enceinte, qui revient. Maintenant, tu l'as fidélisé. En fait, c'est vrai que je reçois tout le monde, dans le sens où j'ai pas de, mon cabinet est fermé à personne. Que ce soit quel que soit le milieu social, quel que soit, je reçois tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, comme je partage mon quotidien entre la rédaction de piges, la rédaction de livres, je peux pas être partout. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu d'attente. Ok, écoutez, faut être patient, et d'expérience, parfois on prend rendez-vous quand on va très très mal, et je pense que des fois c'est bien d'attendre. Exactement. Ne jamais consulter sur un coup de tête. Exactement, je pense que c'est bien de prendre un peu le temps, et souvent d'ailleurs quand on a sa séance, le problème est plus ou moins passé, ou en tout cas le choc initial s'est apaisé. Puis des fois il y a des solutions qui se mettent en place le temps du rendez-vous. Des fois les gens annulent parce qu'ils n'ont plus besoin.
par exemple. Ça m'est arrivé très récemment, là. Ah ouais. Et je me dis, mais c'est cool, du coup, il aurait consulté trop vite. Alors, peut-être que je lui aurais dit des choses intéressantes. Mais bon, des fois, en une semaine, il peut se passer plein de choses. Ouais, complètement. Et une solution peut être trouvée. Bon, on va terminer sur ces bonnes paroles. Faites attention à vous. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Chris. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.